Première capsule de la section 3, l'analyse de la fonction quadratique. Dans cette première capsule, nous verrons comment reconnaître une fonction du deuxième degré lorsqu'on a la table de valeurs et nous reverrons de façon plus pointue la forme canonique de la règle. On va même définir ce que veut dire forme canonique. Commençons. Donc d'abord, une fonction quadratique, je vous rappelle qu'on appelle aussi ça une fonction polynomiale de degré 2, donc ça peut être un polynôme de deuxième degré. Et c'est représenté graphiquement par une courbe qu'on appelle une parabole. Donc, parabole, c'est une courbe qui possède un sommet qui est situé sur son axe de symétrie. On appelle ça une fonction symétrique. Donc, commençons avec la table de valeurs. Donc, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on a une table de valeurs qui a des accroissements constants de deuxième niveau, dans ce cas-là, on peut dire que cette table de valeurs-là correspond à celle d'une fonction quadratique. Pour mieux comprendre, on va aller se rappeler comment fonctionnent les tables de valeurs pour l'ensemble des fonctions que vous connaissez. Donc, un petit rappel. On va se donner un cas familier. Je prends cette situation-là où j'ai une table de valeurs d'une fonction. Donc, j'ai -1 associé à 10, j'ai 1 associé à 4, 3 associé à -2, 4 associé à -5 et 5 associé à -8. Donc, toutes les valeurs de x sont appelées la variable indépendante et f de x la variable dépendante. Alors, les valeurs d'entrée de la fonction, c'est x, elles ont été transformées pour devenir les valeurs f de x, donc les valeurs de la fonction. Ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Un petit rappel de ce qu'on appelle l'accroissement. Donc, imaginons qu'on part de -1 et on va vers 1. On a un accroissement de +2. Alors que de l'autre côté, pour les accroissements de la fonction, de 10 à 4, on a un accroissement de -6. On a envie de dire une diminution, mais on appelle toujours ça des accroissements pareils. On les met négatifs. Examinons encore entre 1 et 3, on a un accroissement de 2. Alors que de 4 à -2, on a un accroissement de -6 encore. Donc déjà là, on voit que pour cette première partie de la table de valeurs, on semble avoir une constance. Là, on passe de 3 à 4 maintenant. Donc cette fois-ci, on a un accroissement qui est que de 1. Examinons du côté de la fonction, de -2 à -5, on a un accroissement, donc diminution de 3, accroissement de -3. On observe donc que lorsque l'accroissement est 2 fois plus petit, du côté de la variable indépendante, l'accroissement de la variable dépendante est aussi 2 fois plus petit. C'est une bonne nouvelle. Ça va nous montrer une constance. On va faire le dernier cas pour vérifier, pour s'en assurer. C'est ça. Donc là, déjà en regardant ça, vous devriez avoir une idée du type de fonction qu'on a là. C'est une fonction affine, parce qu'elle ne passe pas par l'origine. On n'a pas assez de données pour bien le voir, mais si c'était une fonction linéaire, on aurait une proportion qu'on verrait. Donc de 1 devient 4, 3 on devrait avoir 12. Ce n'est pas le cas. Donc fonction affine. Ce qu'on voit donc, c'est que pour un même accroissement de la variable indépendante, x, la variable dépendante, c'est-à-dire f de x, a un même accroissement. On dit que le taux de variation est le même. On est habitué de voir ça comme ça. La variation de la variable dépendante sur la variation de la variable indépendante. Là, je vous habitue tranquillement. Bon, elle ne s'appelle pas y ici, mais vous comprenez que c'est la même chose. On peut dire que c'est l'accroissement de la fonction sur l'accroissement de la variable indépendante. On voit que dans un premier cas, on avait -6 sur 2, et plus loin dans la table, on avait -3 et 1. Et c'est tout à fait équivalent. Je me suis permis d'écrire égal parce qu'en fin de compte, c'est égal, tout ça à -3. Le taux de variation est -3. Et là, aisément, je pourrais aller trouver l'ordonnée à l'origine, mais ce n'est pas le but de la capsule. Fait que je pourrais dire que -3x plus 7. Ça serait ça la règle de cette fonction affine. Mais je reviens à nos moutons, c'est-à-dire les fonctions quadratiques. Dans ce cas-ci, on n'aura pas une telle constance tout de suite. On va aller quand même commencer, voir qu'est-ce qu'on peut observer. Donc, de 1 à 2, on a un accroissement de 1, de 2 à 3 aussi, 3 à 4,
4 à 5. Donc, on s'attend donc au niveau de la fonction, de la variable dépendante, qu'on ait un accroissement constant. Si c'était une fonction du premier degré. Ce n'est pas le cas, vous allez le voir très vite. De moins 4 à 2, on a un accroissement de 6. De 2 à 4, cette fois-ci, on a un accroissement de 2. De 4 à 2, on est passé à un accroissement de moins 2. De 2 à moins 4, de moins 6. Alors, on observe que pour un même accroissement de la variable indépendante, l'accroissement de la fonction n'est pas constant. C'est ce qu'on appelle le premier niveau. Si c'était constant au premier niveau, on dirait que c'est du premier degré. On va observer que ça va être constant. On va faire les accroissements des accroissements. C'est ce qu'on appelle le deuxième niveau. Donc, de 6 à 2, on s'aperçoit que les accroissements ont diminué de 4. De 2 à moins 2, les accroissements ont encore diminué de 4, et c'est encore le cas. Alors, au deuxième niveau, on a une constance. Comme c'est constant au deuxième niveau, on dit donc que la fonction elle est du deuxième degré. Si ce n'était pas encore constant, c'est pas à l'étude au secondaire, mais si ce n'était pas encore constant, puis je devais aller voir au troisième degré, mais je pourrais vérifier dans ce cas-là que ma fonction est du troisième degré, ainsi de suite, au quatrième degré, etc. Ça se généralise. Donc, important, la valeur de l'accroissement de deuxième niveau équivaut au double du paramètre A. On a donc ceci. Le paramètre A de cette fonction est quoi? Mais comme 2A, le double du paramètre A donne moins 4, alors A égale moins 2. Voilà comment on fait pour trouver la valeur du paramètre A. Et à partir du moment où on a le paramètre A, on pourra aisément trouver la règle. Je vais vous montrer ça dans le cadre des capsules qui viennent. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la règle lorsqu'on a des points? C'est dans la capsule 4. La quatrième capsule, la dernière, c'est elle on va savoir comment on obtient la règle d'une fonction à partir de points. Alors, je poursuis. Donc, le but de cette capsule, c'est de voir aussi ce qu'on appelle la forme canonique de la règle de la fonction quadratique. On va se faire des petits rappels. La règle de la fonction quadratique de base est f de x égale x2. Ceux d'entre vous qui avaient fait CST de 4, en principe tout le monde, sauf ceux qui font la passerelle comme une révision de SN, ben, vous avez vu la fonction comme étant, vous avez vu le paramètre A. Donc, on peut modifier le paramètre A, mais vous n'aviez pas vu H et K. Qu'à cela ne tienne, dans le deuxième chapitre, premier chapitre, vous avez vu que tout modèle de fonction, on peut lui appliquer 4 transformations qu'on symbolise dans la règle par les paramètres A, B, H et K. Donc, dans ce cas-ci, on s'aperçoit que la forme canonique de la fonction quadratique est f de x égale A, x moins h au carré plus k. Le paramètre b n'est plus là, je vous en parle dans un moment. D'abord, qu'est-ce que veut dire canonique? La forme canonique, c'est pas attribuable juste à une fonction quadratique, on trouve ça pour tout un ensemble de fonctions. C'est une forme plus simple qui permet de comparer aisément les fonctions d'une même famille. On est capable de mieux comprendre ce qui se passe. Dans ce cas-ci, on a les paramètres h et k qui nous permettent de bien voir. Donc, pourquoi le paramètre b n'est plus là? C'est la question qu'on se poserait aisément. On va y répondre à cette question-là. On va voir pourquoi ce qui était le plus embêtant, des fois de bien distinguer le rôle de A et B, pourquoi dans ce cas-ci on ne l'a pas mis, mais c'est pour plus de simplicité. Donc, pourquoi B n'apparaît plus? Alors, question, réponse. On va répondre je vais répondre de façon générale, mais aussi par un exemple. La raison pourquoi le paramètre B n'apparaît plus, c'est parce qu'il peut être inclus dans le paramètre A. S'il peut être inclus dans le paramètre A, mais on ne traînera pas deux paramètres. On appelle ça redondant. On dit que le paramètre B est redondant, il ne sert à rien. Donc, dans ce cas-là, puis on va l'enseigner dans le premier chapitre parce qu'il y a des fonctions pour
pour lesquels le paramètre B n'est pas redondant, il est important. Donc, pensons à la fonction, sinus, par exemple, qui était une fonction périodique. La fonction partie entière que vous aviez vue. Donc, le paramètre B, il a vraiment son rôle. Mais dans la fonction quadratique, comme dans la racine carrée, comme dans la valeur absolue, le paramètre B, on peut aller l'inclure dans le A. Alors, faisons ça. Je vous montre ça par un exemple. Exemple, k de x égale moins 2. Donc, je l'écris comme je le voyais au premier chapitre. Donc, le paramètre B vaut 1 tiers, x moins 3 au carré. On se souvient que le paramètre B est toujours devant une parenthèse qui inclut x moins h plus 1. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, ce qu'on peut faire, on se sert d'une propriété, une fonction quadratique, c'est une fonction dans le fond qui est élevée au carré. On se sert d'une propriété que vous avez vue. La prochaine étape, là, je vais mettre un petit astérisque pour expliquer ce qui arrive. Propriété que vous avez vue en 3, propriété des exposants. Car, lorsqu'on prend deux nombres, je vais les appeler U et V, élevés à une puissance, mettons n, on sait que ça donne le produit des puissances. Alors, notamment, dans notre cas, U fois V serait au carré. On aurait donc U au carré fois V au carré. Ça va expliquer ce qui suit. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai 1 tiers que multiplie la parenthèse x moins 3. 1 tiers, c'est ma première expression. La parenthèse x moins 3, c'est la deuxième. Je peux donc dire que c'est moins 2 que multiplie 1 tiers au carré, selon la propriété que je viens de voir, fois x moins 3, qui est aussi au carré, plus 1. Là, j'imagine que vous voyez où on s'en va avec ça. 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, fois moins 2, ça fait moins 2 neuvièmes. X moins 3 au carré, plus 1. Et on peut toujours faire ça. À toutes les fois qu'on a un paramètre B dans une fonction quadratique, on peut l'inclure dans un nouveau paramètre A. Dans ce cas-ci, le paramètre A serait moins 2 neuvièmes. Alors voilà pourquoi il n'y a plus de paramètre B dans la forme canonique. Alors la forme canonique, il faut remarquer, c'est que ça nous donne une parabole. H et K, c'est toujours le sommet. Dans ce cas-ci, le sommet représente un maximum parce que on pourrait retourner au chapitre 1. Si la fonction regarde vers le bas, comme c'est le cas ici, ça veut dire que le paramètre A est négatif. Donc ça veut dire un maximum. Et puis, on voit que c'est une fonction symétrique. Elle est coupée en deux parties égales par un axe de symétrie. On va revoir ça dans un instant. Donc, l'axe de symétrie est là. Donc, d'abord, on s'assurer qu'on comprend bien les rôles des paramètres. Dans ce cas-ci, on n'en a que 3. C'est une bonne nouvelle. Le rôle du paramètre A, qui sert à étirer ou rétrécir verticalement, parce qu'on s'apercevait que c'était une des difficultés du paramètre B, travailler l'horizontale, mais l'horizontale verticale, dans le cas d'une fonction quadratique, ça revient un peu du pareil au même. On pouvait les confondre. Donc, on n'a que le paramètre A à s'occuper pour le paramètre multiplicatif. Les mêmes choses qu'avant. Si la valeur absolue, c'est-à-dire pas le signe, la valeur absolue est plus grande que 1, la parabole est moins ouverte, elle est plus étirée verticalement que la fonction de base. Si la valeur absolue est plus petite que 1, la parabole est plus ouverte, elle est moins étirée verticalement. Voilà ce qu'on a à retenir. Ensuite de ça c'est dans le cas où A est plus grand que 0. A est plus grand que 0, ça veut dire positif. Le A est positif. Si le A est positif, ma fonction n'a pas subi de réflexion. Si A est négatif, la fonction a subi une réflexion par rapport à l'axe des abscisses qui sert d'axe de réflexion dans ce cas-ci. Donc, ça veut juste dire que ma fonction est inversée. Voilà ce qu'il faut retenir là-dessus. Peut-être, je vais vous montrer en même temps les paramètres H et K, histoire de bien se rappeler comment ça fonctionne. Encore avec GeoGebra, qui est une façon efficace de voir l'influence des paramètres. Donc ici, j'ai une fonction de base, A égale 1, K égale 0, H égale 0.
Et si je travaille le paramètre A, je le grandis, il va devenir plus grand que 1. Vous allez voir un étirement par rapport à la fonction de base qui est rouge en dessous. A vaut 2. Ensuite de ça, A vaut 3. A vaut 4, A vaut 5. Donc, étirement, elle est de plus en plus étirée. Et alors que si A devient plus petit que 1, elle est moins étirée. Maintenant, je vais aller du côté négatif. Moins 0,25, elle est moins étirée et vers le bas. Moins 2, moins étirée, voyons, plus étirée et vers le bas. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut retenir sur le rôle du paramètre A. Bon, en plus d'avoir un paramètre A, vous comprenez qu'on va avoir aussi le paramètre K qui va changer. K qui fait une translation verticale. Et le paramètre H, translation horizontale. C'est pour ça que le paramètre H et K nous donnent aisément le sommet. Donc, dans ce cas-ci, moins 5,5, 3,75. Ça résume pas mal ce qu'on avait vu, donc, mais c'est spécifique à la fonction quadratique. Une autre chose dans cette capsule-là, la dernière de la capsule, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les zéros de la fonction. Donc, les zéros, les abscisses à l'origine de la fonction, par rapport aux paramètres A et K. Il y a une erreur ici. A et K. Donc, si je m'aperçois que A est plus petit que 0, donc la fonction regarde vers le bas, et K plus grand que 0, ça veut dire que la fonction a été translatée verticalement. Mais dans ce cas-ci, on a 2 zéros. Si A est plus petit que 0, toujours on continue sur la même ligne, et que K vaut 0, ça veut dire qu'elle n'a pas subi de translation verticalement. C'est clair que le sommet va être sur l'axe des X. Donc, on va avoir un seul 0. Et si K est plus petit que 0, subit une translation verticale, mais vers le bas, et qu'en plus la fonction regarde vers le bas, mais c'est impossible qu'elle touche à l'axe des X, donc elle n'aurait pas de 0. Et on a la même chose dans le cas ici. Si A est plus grand que 0, dans toute la ligne A est plus grand que 0, la fonction regarde vers le haut, et elle a subi une translation verticale vers le haut, mais c'est sûr que la fonction ne touchera pas l'axe des X. Si K égale 0, elle n'a pas subi de translation, donc elle va toucher à l'axe des X, mais en un seul point, alors qu'ici, elle touche en 2 points. Voilà pour cette capsule. Dans la prochaine, on va voir l'analyse de la fonction quadratique et on va aussi voir le tracé du graphique.